Donc comme toujours les amis, on repart de zéro et on va voir l'art du pivot, ok? Quand vous recommencez le CTF, peu importe où vous en soyez, si vous êtes comme moi à la dernière machine, eh ben on commence par quoi? On commence par lancer le VPN, ok? Je vous rafraîchis la mémoire si jamais vous galérez à vous reconnecter. Je me suis dit que ça serait une bonne chose de revoir ça ensemble tout simplement. Qu'est-ce que je fais? J'utilise mon script OpenVPN. Ça, c'est la première connexion. Toto le hacker se connecte au réseau privé via le VPN de TryHackMe. À partir de là, il va venir rebondir sur notre machine Linux. Comment je fais ça? J'ai la clé SSH, je lui lance le shuttle. OK? Grâce au shuttle, je me connecte au Linux et je peux attaquer la deuxième machine. Allez, la 150. OK? Connecté, j'attaque la deuxième machine. Deuxième machine, technique, passe de H, ok, sur la 150. Ok? Donc vous voyez bien qu'on fait que. Putain, mais pourquoi à chaque fois ça bug comme ça m'énerve. On fait, vous voyez, en temps réel, hein, ça me montre bien. En temps réel, je suis allé là, maintenant je rebondis sur celle-là, et je vais rebondir sur celle-là. Ok? Donc ça, c'est vraiment l'art du pivot. Ok? C'est bon à connaître. On va s'ouvrir encore plus parce qu'il y a tellement de choses à faire. Donc là, on va aller s'amuser avec mon ami Chisel. C'est des Windows. Ça maintenant vous devriez connaître. Si je le fais à chaque fois, moi j'ai décidé de le mettre là. Je l'appelle. Je lui demande quoi? Vous vous rappelez, on lui demande le mode serveur. On veut quoi? Le port chez moi 18000. Ok, et je veux toujours du SOX 5. Parce que SOX 5, ça va avec Chisel. Chisel fonctionne quand SOX 5. En SOX 4, ça ne marchera pas. Le serveur est en mode écoute, qu'est-ce que je fais? Je connecte le client. On continue le rebond. Alors, mon Chisel là, qu'est-ce que je fais? Ben, je lui demande de se connecter. Le client se connecte au serveur. Deuxième machine, c'est le guide serveur. On continue. Vraiment. Pas du tout, c'est poubelle verte aujourd'hui. Ouais, j'oublierai pas. N'oublie pas parce qu'il va se mettre à pleuvoir bien et après tu iras pas. Ouais, mais là, j'enregistre mon cours. Ok, je le fais, t'inquiète pas. Bisous. Tiens, Donc, vous voyez, hein, c'est séquentiel, hein, c'est totalement séquentiel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Toto le hacker s'est connecté au VPN de TryHackMe, s'est connecté à la machine de prod Linux, s'est connecté au guide serveur. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? RevPC. On continue. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On réouvre notre backdoor. Comment je réouvre ma backdoor? Eh ben, je sais plus quelle porte j'avais pris. On avait utilisé Chimera. Quel port j'avais pris? Quel port j'avais pris? Ouais, c'est pas grave. Je fais un sudo ufw status. Là, on va voir les petits ports que j'ai ouverts en sortie et en entrée. Ah, ok. Donc, toc, on va prendre, on avait pris quoi? Je me rappelle plus, 8004, non, il était pris, on avait pris le 5670. Allez, 5670, c'est reparti. Donc, ok, qu'est-ce que je lui dis? Sudo, ben, on ouvre un cat listener, lnvp, sur le 5670, c'est ça? Ça écoute sur le 5670. Huit mille quatre. Donc là, j'ouvre le port pour le Revershell sur le PC de Thomas.
J'avais pris le 8004 tout à l'heure. On est sur le 8004. Là, je pousse. Je me suis trompé. Alors, 8004. Voilà. Et là, ça passe crème. Ok, nickel. Donc, voilà comment récupérer la main sur le système si jamais vous avez des doutes, tout simplement. Ok, donc là, on est bien. Ok, je sais pas pourquoi, j'ai un double chat. Donc, bon, c'est pas grave. Donc là, on est dans Xampp. Donc, voyons notre escalade de privilèges. Ok. Alors, nous avons un privilège que nous pourrions presque certainement utiliser pour passer aux autorisations système. L'inconvénient, c'est que nous aurions besoin d'obscurcir en fait les exploits afin de les faire passer à Defender, ok, qui les contrôle pas. Nous avons une vulnérabilité de chemin de service, sans guillemets, pour un service exécuté en tant que compte système. Donc là, c'est idéal. Nous avons tout ce que nous avons besoin pour choper le route, ok? Donc, ce qu'on peut faire, bah, parmi les deux vulnérabilités immédiatement disponibles, nous travaillerons à travers l'attaque de chemin de service, en fait, sans guillemets, pour une raison simple. Récupérer un shell inversé à partir de cela est très facile, même avec Defender en jeu. Les exploits disponibles pour manipuler le privilège que nous avons trouvé devraient être compilés, masqués, donc offusqués de manière personnalisée afin de nous être utiles. Donc là, dans l'exercice, on va aller au plus simple. Cependant, avec le chemin de service sans guillemets, ce que nous avons besoin, c'est un petit programme qu'on appelle un wrapper qui active le binaire netcat que nous avons déjà sur notre cible. Pour le dire autrement, nous avons juste besoin d'écrire un petit exécutable qui exécute une commande système, un appel système, et qui va quoi? Activer netcat et nous envoyer un shell inversé en tant que propriétaire du service, système local. Idéalement, nous écrirons un fichier de service en C en C-Sharp qui s'intégrerait de manière transparente au système de gestion de services Windows. Bien que cela soit parfaitement possible, et c'est de loin l'option préférable, par souci de simplicité, nous en tiendrons à la création d'un exécutable autonome. Il convient de noter que cette technique est efficace pour contourner le logiciel antivirus sur la cible. Cependant, dans une situation où vous faites un pen test en entreprise, il y a de fortes chances qu'il soit intercepté par le système de détection d'intrusion. Dans ce scénario, on cherchera une solution plus sophistiquée, quoique similaire. Donc là, on a deux options. Soit on installe Visual Studio sous Windows, que j'aime pas trop parce qu'il est extrêmement lourd, il prend de la place, mais bon, il est très très bien. Si vous voulez Visual Studio, moi je vais utiliser Mono pour compiler du .NET sous Linux, ok? Donc, comme tout le monde n'a pas une machine Windows, exactement. Enfin, moi je l'ai, mais j'ai pas envie de l'installer cette daube de Visual Studio. Là, moi je vais vous montrer comment utiliser MonoDevil, en fait, hein. Donc, il peut être installé sur Kali et ça vous permettra de compiler des exécutables, pardon, des binaires statiques en C-Sharp, ok, qui pourront être exécutés sur les cibles Windows. Le même com fonctionnera très bien s'il est composé aussi dans Visual Studio, donc à vous de voir. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier qu'il est déjà installé. Pour ce faire, sudo apt install mono devel. Voilà. Ce qui est bien avec Parrot, c'est que tout est installé. Donc là, on est tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre wrapper. Ok. Donc là, je sais que il y a déjà mon serveur Updog qui héberge tout là-dedans. Je vais le créer là-dedans pour pouvoir ensuite l'uploader sur le serveur naturellement. Donc, pardon, sudo nano. euh, donc,
sudo nano, on va l'appeler wrappers, comme l'exercice nous demande, .cs, ok. Et ben on va taper notre code et voir un petit peu ce qu'il fait, ok. Donc déjà, on va importer les librairies. Il nous faut du système, fin de l'instruction. Donc à chaque fois, pensez, fin de l'instruction, euh, il nous faut absolument, donc là, diagnostic, il nous faut notre point virgule, sinon ça ne marchera pas. Ok. Ensuite, je vous explique un peu à quoi ça correspond. Ok. Donc, on va faire notre classe. Allez, je vais faire l'indentation, je suis gentil, je vous fais quelque chose de propre. Programme. Ok, là, on va ouvrir. Là, j'ai oublié d'ouvrir aussi là-haut, je suis grave. Ok. Ensuite, on a notre static void main. Ça, c'est la fonction principale. Camel case, pareil. Et on ouvre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a process proc est égal à new. Donc ça, on déclare. On appelle notre fonction. Process start info en camel case. On récupère proc info. C'est égal à new. Et pardon, process start info. Donc là, on va mettre notre payload, ok. On a vu que bah, tout se passe. Là, c'est pour les biens de notre exercice. On se prend pas la tête. On le fait dans TMP, mais naturellement, s'il fallait, eh ben, on l'utilisera à un autre endroit pour être beaucoup plus discret. Donc, je l'ai renommé ncsaltin.exe. Donc, prenez bien le nom que vous avez mis. Moi, j'en ai créé plusieurs parce que je l'ai curlé plusieurs fois, si vous me permettez l'expression. Hop. Donc là, on a la clé. La clé, c'est quoi? C'est le chemin absolu de l'exécutable, du binaire statique, ok, qu'on a recompilé. Et il nous faut également ce qu'on a mis dans notre ami. Là, ce qu'on a poussé, en fait, hein. Je reprends les informations. On a mis ensuite bah, l'adresse IP de la machine attaquante de Toto le hacker. Chez moi, c'est 10.164. Ensuite, on met le port. Donc là, j'en ai pas besoin de deux, je vais fermer celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'en ai deux, hein, c'est ça. Je vais fermer celui-là. 5570. Je vais prendre. Ok, 5570 roule. Donc, moi, ça sera 5670, on a dit. Mode interactif. Et on veut quoi? CMD, hein, que ça l'exécute. Fin de l'instruction. Ok. Ensuite, on passe à notre proc info. Create no windows. Donc, ça, c'est pour lui dire qu'on veut qu'il affiche aucune fenêtre, en fait, au lancement du processus pour être beaucoup plus furtif, en fait. Donc là, on utilise des méthodes hein, qui sont déjà intégrées, en fait. Si ça c'est en minuscule, proc, bah, on va démarrer. On démarre start info, ok. Et on veut quoi? On veut proc info, fin de l'instruction. Et on démarre la fonction. Ok, donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, là, on a ouvert, ouvert, ouvert. Donc, on ferme, on ferme, on ferme. 1, 2, 3. Ok. Donc, je vérifie que j'ai pas fait de bêtises. Using system.
using system diagnostics. Ouais, ensuite on l'appelle le wrapper. Classe, programme, static void, gem main. Ok, process proc égale new process. Process start info, proc info. New process info. C'est deux points Windows, temp, NC Murland, ça c'est bon. L'adresse IP. True, proc start info égale proc info. Proc start, parenthèse, parenthèse. Ouais, ça a l'air bon. Donc, on sauvegarde. Ah oui, je dis que on voyait un petit peu ce que ça faisait. Pardon. Donc la première chose, tout le temps, le premier truc qu'on fait en C, c'est qu'on va venir appeler nos espaces de nom, mais on fait nos importations en fait, hein. Ça nous permet d'utiliser du code prédéfini. Et là, j'en utilise deux. On a système, et une classe et une sous-classe qui s'appelle diagnostic. Ok? Donc c'est certaines fonctions de base. Par exemple, ça gère les entrées, sorties, et ça va nous permettre de démarrer de nouveaux processus, c'est-à-dire de quoi? D'exécuter notre netcat. Ensuite, on initialise, pardon, bah, un espace de nom avec une classe dans notre programme. Ok, tout le temps, il y a une static void main. Donc, bah, pareil, si vous n'avez pas de notion, ça va être un petit peu compliqué, mais grosso modo, on va écrire le code qui appellera netcat. Tout se passe dans la fonction main, ok? Et elle est en static void, déclarée en static void. Et on peut mettre notre code là-dedans, ok? Ça, c'est notre snippet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on crée un nouveau processus, ok? En le déclarant, on va définir les paramètres au processus. Là, on a vu qu'on avait trois clés. La première clé, c'est le chemin absolu. Deuxième clé, c'est l'adresse IP. Troisième clé, c'est le port utilisé par Netcat. Donc là, on a défini tous les paramètres. Pensez bien, naturellement, à appeler votre bon truc, sinon ça va pas marcher avec la bonne adresse IP et le bon port. Et nous avons donc créé les objets, et maintenant on va pouvoir les utiliser en fait, hein. Donc on configure le processus, on lui dit de ne pas afficher sa fenêtre pour pas avertir la cible, ok? Sinon il crée une interface graphique, une GUI, et avec process start info en fait. Donc ça, on va démarrer le processus grâce à l'objet qu'on a créé, et bah voilà, le programme est terminé, on referme. Et pourquoi 3? Parce que je vous ai dit 1, 2, 3. Donc là, on est bon. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut compiler notre programme. On va l'enregistrer, wrapper CS. Et il y a le compilateur de Mono qui s'appelle MCS, qui est extrêmement simple. Et bah, on va utiliser notre package pour créer le binaire qu'on va ensuite venir utiliser. Donc sudo, sinon ça ne marchera pas, MCS et wrapper. Donc on se retrouve pour la dernière vidéo sur Reef, la 20e. Je comptais en faire 20 de façon, pas plus ni moins. Donc c'est le grand final. La dernière fois on compilait Wrapper. Wrapper, j'avais un problème dans mon fichier. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je vais vous montrer. J'ai fait un one-liner, tout simplement. Ok? Donc ça passe à la compilation en trois lignes. Enfin, un one-liner, hein. C'est un one-liner à la base. Il fait une ligne. Et quand je l'avais avant comme ça ne passait pas. Ok? Je ne pouvais pas compiler. Aucun problème de syntaxe. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Si je fais MCS wrapper, ok, il est là. LS. Et qu'est-ce qu'on a? On a notre wrapper exe. Tout va bien. Il a réussi à compiler avec Mono. Comme je vous ai dit, si vous voulez utiliser Windows, qui fait le truc qui fait 12 Go pour taper 3 lignes de code, et il bouffe de la RAM comme pas deux, utilisez l'option qui vous plaît. Le tout, c'est de parvenir à nos fins. Ok. Donc maintenant, bah, il va falloir transférer notre binaire exe à la cible. Ok. Alors, ce qu'on peut faire pour varier les plaisirs, on peut bien sûr faire un curl, mais on peut aussi tranquillement récupérer Impacket, ok, et s'en servir pour ouvrir une connexion vers le serveur, ok. Donc on va essayer de faire ça, c'est pas trop compliqué. Alors,
Je vais clear. Je vais faire un locate. Alors, je crois que c'est dans la suite Impacket. À chaque fois, je m'embrouille. Mais ouais, elle est préinstallée aussi sur Kali, ouais. Et nous, ce qu'il nous faut, c'est le SMB. SMB serveur, je le vois pas. Ah si, il est là. Ok. Donc, sudo Impacket SMB serveur. Parfait. Qu'est-ce qu'on veut? Vous vous rappelez la syntaxe? Share. On veut partager quoi? Le répertoire courant. Ok? Donc, on veut quoi? Eh ben, on veut un SMB2, ok? Parce qu'on sait que c'est en SMB1, ça risque pas de passer. C'est un Windows 10, il faut utiliser le NEC plus Ultra. Donc, SMB2 ou 3, là, on utilise le 2. Je sais pas si le 3 est supporté, je vous avouerai. Et on va l'appeler Saltimbanque. Et on va définir un password, bien sûr. Et mon password, bah, c'est, vous le connaissez. Donc, avec cette commande, on a créé avec notre IP un partage dans le répertoire courant. Par défaut, je vous dis, il utilise SMBv1. Là, on lui a spécifié SMBv2. Et bah voilà, maintenant, j'espère qu'on va pouvoir récupérer notre petit binaire. Qu'est-ce que je fais là? À NetUse, je veux quoi? Je veux me connecter à mon partage. Ma machine, l'adresse IP a changé. Attention, hein. Pourquoi? Parce que bah, la VM a encore une fois redémarré. Et on remercie encore une fois tous les gens qui ont fait redémarrer la machine sans pirater la machine. C'est très très fort. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Bah, on va le mettre dans notre temp, ok? On va le mettre dans le temp de quoi? Bah, moi, de mon utilisateur, ok? Donc on appelle la variable, on se prend pas la tête. On prend notre variable, je veux quoi? Je veux rapport de Saltin. Et on veut notre fichier exe. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Va clear. Sudo ufw. Hello. Je m'emmerde, putain, 445. Ok. Non. Je vérifie tous mes ports. Ok, 445, qu'est-ce que tu veux? Tu veux on va faire 137. Ok. On va faire 138. Ok. Et 139. Alors, j'espère que tu vas pas me casser les couilles parce que. Ok. Ok, problème de port. Donc pensez à ouvrir vos ports, hein, comme je viens de faire. Si vous utilisez UFW, GUFW ou utilisez IP table, comme vous voulez. Maintenant, on peut copier. Maintenant que le share est partagé, donc dans mon share, il y a quoi? Il y a wrapper.exe. Ok, et là, je vais le mettre dans temp. C'est en majuscule parce que c'est la variable. Sinon, ça ne marche pas. Attention. Attention à la syntaxe, c'est très important. Et je veux wrapper. .exe. Voilà. C'est ça qu'on veut. Ok. Donc, il est souvent utile de simplement laisser un serveur SMB en arrière-plan lorsque vous travaillez avec des cibles Windows. Et bah, ça peut toujours vous servir. Ok?
Mais pour éviter les erreurs, quand même, on va déconnecter notre char. Ok? Ça, c'est une partie, on efface un peu nos traces. Ok? Si on en avait eu besoin encore pour continuer notre attaque, faire de l'énumération sur la machine, eh ben naturellement, on l'aurait gardé. Mais là, on va le couper. Et comment? Bah, on arrête un share bah, via la commande del en fait. Vous vous rappelez, on l'a monté, là, il y a juste à faire un del et ça passe. Ok. Donc là, on est bien. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme port? J'ai mis le 5570 dans mon payload. Donc là, je vais faire un sudo netcat lnvp 5670, ça écoute. Et là, je vais exécuter mon... je sais pas comment je dois faire. Est-ce que ça passe? Pourcentage, pourcentage, ok. Hop, c'est le temps. Ça passe pas, bien sûr. Donc, on va mettre des petits double quotes. Allez, mon gars. Et là, il m'ouvre pas, bâtard. Comment ça se fait? Ah, cet enculé, putain. Il y a une exception System Component Model Win32. Starting execute process starting for 3 purposes. Ah putain, ça me casse les couilles. Oh, il va me faire chier jusqu'au bout, lui. Vous voyez bien, c'est un one-liner. Putain, c'est quoi ce délire? C'est ces deux points, tu m'étonnes. Donc, Gauthier sur le 1094. Ok, on recompile, c'est reparti. LS, parfait, j'ai mon wrapper, on recommence tout. C'est comme ça qu'on apprend. Dire. Je vais reprendre mon truc, hein. Je vais me prendre la tête. Copier. Vas-y, alright, yes. Ok. Allez. Allez. Ok. On est dans la place. Ok. Donc le wrapper a marché. On est, ça y est, enfin, les rois du pétrole. Donc, notre programme fonctionne. Il n'a pas été chopé par l'antivirus. Et maintenant, on va exploiter notre vulnérabilité de chemin de service sans guillemets. Ok? Donc, je vous dis toujours, allez
faire un scan sur votre propre machine Windows, hein. Vous lancez WinPeas et vous vérifiez qu'il n'y a pas des programmes parce que il y a plein de connards de programmes tierces qui s'installent et bah, on a ce problème, hein. Il y a un problème au niveau du path, ok? Donc, si jamais c'est ce qu'on appelle du uncoded space, pass, si jamais vous voyez que c'est pas entre double guillemets, quand on a fait notre vérification, c'est qu'il y a une vulnérabilité de mauvaise configuration. Donc, allez modifier le pass de chaque application qui n'a pas ces double guillemets et mettez-les bien, hein, c'est important, hein. Et vous verrez que vous avez plein de programmes qui oublient, volontairement ou pas, de mettre les doubles guillemets. Donc ça, c'est une opération à faire absolument sur son Windows pour le sécuriser, hein. Ok? Donc ça, je vous referai un cours comment vérifier des failles assez connues, quoi. En tout cas, des failles de ce qu'on appelle misconfiguration, ok? De mauvaise configuration. Donc, à chaque fois que vous apprenez une attaque, pensez à comment faire la remédiation. La remédiation, bah, c'est tout simplement mettre des doubles quotes là où il n'y en a pas. Ok? Donc, exécutez bah, les mêmes scripts PowerShell sur votre machine et, et vérifier que bah, vous n'avez pas ce type de vulnérabilité. Ça sera un peu bête que vous ouvriez une pièce jointe et qu'on puisse exploiter cette faille sur votre ordinateur. Ok? Donc continuons. Donc les vulnérabilités de chemin de service en guillemets se produisent en raison d'un aspect très intéressant dont la façon dont Windows recherche les fichiers en fait, hein. Si il y a un chemin dans Windows qui contient des espaces et qui n'est pas entouré de guillemets, eh ben Windows. Alors qu'est-ce que je peux vous prendre? On va prendre ça, on va aller voir le cours quand même. On est où? Voilà, on va faire ça. Je vais vous le traduire. Donc voilà, si on a ça, mais qu'il n'y a pas de double guillemets, Windows, il est un peu bête, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher d'abord dans Directory 1, ensuite dans Directory 1, s'il n'y a pas un directory.exe, d'abord à la racine, pardon, ok. Ensuite Directory 1, Directory exe, et après Directory 1, Directive 2, enfin arborescence 1, arborescence 2, et le nom de l'exécutable. Cela signifie que si nous pouvons créer un fichier appelé directory.exe pour feinter, ok, dans le répertoire racine ou dans le directory 1, pardon, nous pouvons inciter Windows à exécuter notre fichier à la place. Ok? Il va chercher séquentiellement et bah, si notre binaire statique s'exécute avant le véritable binaire, eh ben là, il y a une faille et là, on exécute notre payload. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va aller là-dedans et voir un petit peu comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, vous voyez, avec les espaces, ça fout vraiment la merde. On est d'accord. Ah, je peux pas revenir en arrière. Bon, allez, revenons aux courses, ça va me saouler. Donc, il y a techniquement trois endroits où nous pourrions ajouter notre programme ici. Nous pourrions le mettre dans le répertoire racine et l'appeler programme.exe. Ok? On est d'accord, puisque lui, il cherche quoi? Il cherche d'abord programme. Il est très peu probable que cela fonctionne, car les chances d'avoir des autorisations d'écriture sont pratiquement nulles. En effet, à la racine, Windows nous bloque. On pourrait le mettre dans ces deux points, programme file exe, le x86, ok? Donc vous vous rappelez, dans Windows, il y a deux programmes files, deux arborescences, une x86 avec tous les binaires 32 bits et un programme file tout court avec les binaires généralement 64 bits. Hein, ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, mais généralement, c'est ce qu'on fait. Donc, encore une fois, il est peu au programme que cela fonctionne, car les chances de pouvoir écrire dans le C2.programme sont minimes. On pourrait l'introduire où? Bah, dans System Explorer, ok? Deuxième arborescence. Et l'appeler, bah, cette fois-ci, system.exe, puisqu'on voit bien que lui va chercher ça. Avant, il cherche ça, programme.exe, donc système
.exe. Et là, ça fonctionnera. Donc, rappelez-vous qu'on a vérifié les autorisations de ce répertoire dans la dernière tâche et on a constaté qu'on avait un accès complet. Je vous redirige vers la vidéo précédente. Cela signifie que nous pouvons placer notre wrapper dans ce répertoire, puisque le service est redémarré, et ben notre wrapper sera exécuté, nous donnant un shell en tant qu'utilisateur local. Bah, si on l'a renommé, je vois pas pourquoi. Ah ouais, d'accord, oui. Bah oui, sinon ça va pas marcher. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, on va dans le répertoire. Ah bah oui, il faut que je copie le bousin aussi. Ouais, on va le faire directement, pas besoin de s'emmerder. Alors, en espérant que personne travaille sur la machine, qu'est-ce qu'on fait? On fait un copie. Eh bah oui, putain, je suis un âne. Avec, bien sûr, votre nom. Ok, maintenant on va dans l'arborescence. Je fais un copier-coller, parce que sinon il faut mettre les guillemets tout tapé. Vous avez compris le bail, hein. De toute façon, comme on dit. Donc là, on a notre système.exe. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire un SC et on va venir gentiment redémarrer. Ok, donc ça, d'accord, il nous dit qu'il y a un système. Donc notre exploit est en place. Nous avons deux options pour l'activer. Le service démarre automatiquement en démarrage. Nous pourrions donc essayer de redémarrer l'ensemble de la box, bien que nous disposions pas d'autorisation nécessaire pour le faire. Et bien sûr, ça déconnecterait tous les autres utilisateurs du CTF. On va pas faire ça. On n'est pas des bâtards. On a une éthique. Nous sommes des hackers éthiques. Je répète. Donc, on va essayer quoi? Bah, de redémarrer le service lui-même, en fait, compte tenu de la quantité d'accès à ce service que Todin a donné, la quantité. Ouais, enfin, vu les droits qu'a donné Thomas, putain, des fois c'est traduit comme de la merde. Vu les droits octroyés par Thomas au niveau du service, et on a vérifié les droits, vous vous rappelez, eh ben, là, on sait que si on le redémarre, forcément, ça va exécuter notre payload. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, copier. Donc, copier. Ok, parfait. Maintenant, on va faire un stop, un start. Ok, j'arrête le service et je le redémarre dans la foulée en espérant qu'il n'y a pas un gars qui va faire la même chose que moi. Failed. Ah, voilà. Ça upload une erreur. Et là, ça y est, on est route de la machine de Thomas. Ouh. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Faites pas l'erreur, déconnectez-vous hein, du premier shell, puisque bah, les opérations, là, on copie, c'est en servant du même port. Donc vous pouvez pas utiliser deux ports. C'est pour ça qu'une fois que j'ai fait toutes les opérations euh,
les opérations qui étaient de déplacer, de copier le wrapper. Même copier le wrapper, on s'en fout. En fait, c'est juste savoir s'il marche, quoi. S'il marche, tant mieux pour vous. Vous vous déconnectez, vous en relancez un et vous faites toutes les opérations à partir du SMB, en fait, hein. Ok? Voilà, toutes les opérations de copie, tout ce qu'on a vu. Moi, à tort, je l'ai fait, j'ai ouvert mon port LNVP 570, j'ai continué les opérations dessus, mais il vaut mieux tout faire à partir de la machine. Ok? Donc ça, c'est fait. J'espère que vous avez compris. On est route. Ok. Notez qu'on a reçu un message en nous informant que le service n'a pu démarrer. En effet, le wrapper que nous avons téléchargé n'est pas en fait un véritable fichier service Windows. On a vu que c'était une pâle copie. C'était juste un service exécutable, mais qui n'est pas pleinement fonctionnel. Ok. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? On verra plus tard comment compiler en C un vrai faux service pour Windows, mais ça sera plus tard. Et notre exécutable, il est toujours lancé en fait, hein, en ce qui concerne Windows. Et le service n'a pas pu démarrer. Donc il nous reste une chose à faire. Il faut qu'on fasse le nettoyage derrière nous. Comment on fait ça? Eh ben, on va effacer le wrapper et on va redémarrer notre service. Ok? Là, de toute façon, je suis quoi? Je suis en Thomas. Ok? Ça, j'en ai plus un. Là, je suis là. Qu'est-ce que je fais? Là, je peux exit. Ok, au revoir. Là, j'ai ma connexion. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, on va aller faire notre nettoyage. Ok? On va aller nettoyer tout ça. Donc vous voyez, hein, je vous parlais de cette faille, faites attention, checkez vos systèmes, parce que sinon vous allez vous faire péter, hein. Vous voyez comment c'est très facile de berner Windows avec ce type de faille. Je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais là on voit que c'est vraiment assez violent. Qu'est-ce que tu me fais chier? Ah ouais, putain. Alors, système Explorer. Ok. Ah bah il a été effacé quoi. Direct, dans la foulée quoi. Ouais, il a été effacé automatiquement. Donc au pire des cas, on aurait qu'est-ce qu'on a fait? On aurait supprimé le système.exe. Là vous voyez qu'entre-temps le script l'a fait pour pas gêner les autres et qu'ils puissent également faire leur escalade de privilèges naturellement. Et qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait démarré après avoir effacé le fichier, on aurait redémarré, mais je pense qu'il l'a fait. Il doit être en start à nouveau le service, ok? Pour camoufler un tant soit peu l'attaque. Voilà, donc ouais, en effet, le script m'a pris de court. Donc, ça c'est fait, on a notre shell, et se débarrasser des exploits, c'est une bonne habitude à prendre, hein. Naturellement, vous n'allez pas laisser les binaires statiques qui vous ont permis de gagner l'accès en route, parce que bien sûr que ça va mettre la puce à l'oreille, hein, à l'administrateur système. Et bien sûr, pour les autres, quand vous travaillez à plusieurs sur un CTF, c'est sûr que c'est bien de faire le nettoyage, d'être courtois, comme ils disent. Et vous remarquez que la suppression du wrapper et le redémarrage du service n'ont pas détruit notre shell, hein. On a toujours notre shell système, ok? Avec tous nos privilèges quand on est les rois du pétrole, pardon. Voilà, on est toujours MT Authority. Donc, on verra le code source pour notamment créer un service qui va créer un nouvel utilisateur avec un mot de passe connu, ok?
puisse se connecter en tant que root, où on verra comment modifier le code source et créer un véritable exécutable de service Windows en C Sharp, ok? Et c'est bien de faire un wrapper un peu bidon comme ça pour gagner la main, mais après on verra proprement comment on fait ça, ok? Pour éveiller encore moins les soupçons de la cible. Donc, maintenant on va passer à la post-exploit, ok? Et l'exfiltration. Donc l'exfiltration de données est quelque chose qui ne devrait jamais être envisagé sans le consentement préalable explicite de votre cible. Ok? Quand vous faites un engagement, vous avez toute une partie légale et juridique. De manière générale, la plupart des engagements externes interdiront fortement des données à partir du système compromis. Cependant, il convient de garder à l'esprit que cela peut être le cas pour des engagements en interne. Ok? Et certains engagements externes fixent carrément les objectifs pour l'équipe rouge qui tournent autour de l'exfiltration d'un ensemble de cibles une fois compromises qui ont été définies. Je vous redirige vers mes vidéos sur la cybersécurité où je vous explique un peu ce que un engagement en black box. Donc on va se faire passer pour le hacker, attaquer de l'extérieur et le personnel de l'entreprise n'est pas averti. On va faire du white box où là, très clairement, on n'a qu'une partie du périmètre de la cible de notre client qui est définie. On ne pourra pas attaquer le reste et on lui demandera, enfin, il nous demandera d'exfiltrer qu'une petite partie des données pour servir de preuve. Et on a le gray box, donc c'est un peu entre les deux. Généralement, on n'ira pas utiliser vraiment des techniques totalement intrusives qui risquent de faire planter les machines de production ou cracher les serveurs ou cracher le réseau, mais on essaiera d'utiliser toutes les failles à notre disposition, mais de le faire proprement, ok? On fera pas des attaques par déni de service, on fera pas des saloperies. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est white box, on est très restreint, grey box, c'est entre les deux, et black box, on a tous les droits. On peut même faire cracher les machines du client. Il nous y autorise. Ok? Et pensez que si vous crachez une machine d'un client, si c'est une grosse boîte, il va perdre des millions. Donc, définissez bien le cadre légal et juridique avant un engagement, sinon vous allez payer toute votre vie. Ok? Et vous retrouvez en prison. Je ne rigole pas. Donc, même s'il s'agit d'une compétence qui peut être utilisée quotidiennement, eh ben, il vaut mieux qu'elle soit apprise. En effet, la post-exploit, l'exfiltration, c'est extrêmement important. Alors, surtout, j'ai envie de dire, si vous êtes un grey ou un black hat. Donc là, encore une fois, on va faire que survoler. Mais le but de l'exfil, c'est toujours de supprimer les données d'une cible compromise. Il peut s'agir d'éléments tels que des mots de passe, des clés, des données clients employés ou tout élément utile. Ok, on va exfiltrer les données et les revendre sur le darknet. Donc, si les données exfiltrées sont en texte brut, ça peut être aussi simple que de copier et coller le contenu d'un fichier d'un chat distant dans un fichier local. Si les données sont en format binaire ou ne peuvent pas être simplement copiées et collées, des méthodes plus complexes doivent être utilisées pour exfiltrer le fichier ciblé. Une méthode courante pour exfiltrer les données consiste à les faire sortir clandestinement par un protocole inoffensif, généralement chiffré. C'est ce qu'on va privilégier tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par exemple, le DNS, hein, vous savez, port 53, est souvent utilisé pour exfiltrer relativement discrètement les données. On pourra également utiliser le HTTPS, qui a tendance à être une bonne option car les données seront purement et simplement chiffrées avant la sortie. ICMP aussi hein, peut être utilisé pour extraire les données, mais c'est très très lent. Ok? Et ce qu'on utilise tout le temps, enfin ce que moi j'utilise, c'est le DNS over HTTPS. Ok? Donc on va faire passer du DNS par le protocole HTTPS et c'est idéal pour l'exfiltration de données et même le courrier électronique qui est souvent utilisé. Donc, vous voyez, que il y a plusieurs cas qui s'offrent à vous de voir en fonction des cas de figure. Dans tous les cas, dans une situation réelle, en fait, un attaquant, il va chercher à exfiltrer les données aussi silencieusement que possible, hein, parce que bah, il pourrait y avoir des IDS, des HDS sur le réseau compromis qui alerterait naturellement les administrateurs réseau d'une violation si les données étaient détectées. Pour cette raison, il est peu probable qu'un attaquant utilise des protocoles aussi simples que FTP, TFTP, SMB, HTTP. Cependant, dans un réseau non surveillé, ce sont toujours des bonnes options pour déplacer des fichiers. Il convient de noter que la plupart des frameworks de commande
et de contrôle, hein, donc les C2, et sont livrés avec des options pour exfiltrer silencieusement les données. En pratique, c'est probablement ainsi qu'un mauvais acteur exfiltrait des données. Je vous dis, quand il y a des APT, des menaces avancées persistantes, c'est comme ça qu'on fait. Donc ça vaut la peine de se tenir au courant des normes actuelles, hein, utilisées par les différents frameworks. Vous devez apprendre tous les frameworks. Il y en a une douzaine à peu près sur le marché en open source. Il y en a d'autres qui sont payants. Je peux vous citer. J'essaierai de vous trouver une version piratée. Mais Covenant et la version de... Ah merde. Il y a une version gratuite, il y a une version payante. Bah ça y est, là, comme par hasard, j'ai oublié le nom. Euh... Bon, ça me reviendra, mais de toute façon, on l'a vu. Euh, Alors attendez, je vais vous le retrouver quand même. Comment il s'appelle? Très très connu, très très utilisé en entreprise. Donc on va demander à la matrice, elle va nous répondre. Voilà, Cobalt Strike. Donc honnêtement, vous avez, je vous ai dit une vingtaine, je suis loin, 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 loin du compte. Il y a 71 frameworks, ok, de Command and Conquer. Donc, honnêtement, il y a des rats. Il y a Cobalt Strike, très utilisé en entreprise. Il y en a des principaux. On a Brutratel, Cobalt Strike, Inundo, Oyaboom. On a Synth, Voodoo. Donc, tout ça, solo, ils sont utilisés. C'est des versions commerciales. Et c'est utilisé en entreprise. Le reste est en open source. Je vous ai dit, vous allez dans C2 Metrics. Et à chaque fois, vous avez le langage qui est utilisé s'il y a une interface graphique, est-ce que c'est capable de gérer un implant, ok, donc d'installer des rootkits, faire du channeling, les capacités, ok, au niveau du botnet, des détections et le support, ok, et en fonction de ça, vous choisissez le truc qu'il vous faut et vous le récupérez sur GitHub comme d'habitude, ok. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc il y en a un paquet, voilà. Donc ça, bien sûr, dans la nature, Into the Wild, l'attaque sera beaucoup plus compliquée, mais là, on a vu toutes les étapes qu'on devait connaître et qui sont utilisées lors d'une cyberattaque. Ok? Donc, pour en revenir à l'exfil, eh ben, la seule limite en matière d'exfiltration, c'est ça qu'il faut retenir, c'est votre imagination, hein. Bien qu'il existe certainement des techniques courantes disponibles et de nombreux outils pour en tirer parti, ça sera toujours les nouvelles méthodes et qui sont un peu obscures que vous aurez mis en pratique grâce à votre expérience qui seront les meilleures. Ok? On s'inspire des meilleurs et après on devient meilleur. Ok? On fait notre petite popote. Mais pour l'instant, copiez tous les gars qui vous donnent des trucs. Je vous ai dit, tous les jours, vous devez faire de l'OSINT, tous les jours, vous devez apprendre quelque chose en hacking si vous voulez être bon. Ok? Inspirez-vous des gars. Vous savez pas coder. Ok, c'est pas grave. Faites le script qui dit. Prenez du code qui vous appartient pas, mais apprenez, comprenez ce que vous faites. Ne faites pas les choses bêtement à utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps les outils des autres. À terme, bien sûr, pour un CTF, par facilité, on utilise les scripts des autres. Mais après, le but, c'est de coder ses propres outils. Moi, j'utilise des outils, mais qui sont qu'à moi, ok? Je les mets pas sur GitHub, c'est ma petite tambouille, et voilà, quoi. Et vous allez voir qu'en 10-15 ans, si vous continuez de persister dans le métier, eh ben, vous allez voir, vous allez avoir tous vos scripts, ok? Moi, tous les CTF que je fais en dehors de travail Acme, eh ben, j'ai des gigaoctets de scripts, ok? Que j'utilise depuis que je suis né, ok? Et qui me servent, et c'est à moi. Je le partage avec personne, ok? Je partage mes connaissances, mais je partage pas mes scripts, ok? C'est ma petite tambouille à moi. Voilà. Donc, faites la même chose. Ça viendra avec le temps, et devenez professionnel. C'est le but, ok? Ça va prendre du temps. Je vous ai dit, le hacking, c'est une philosophie, c'est un parcours initiatique. Ok? Voyez-le comme ça. Donc, ça c'était le blabla. On a vu la partie exfil. Et oui, pensez à la stéganographie aussi, hein. Ok?
Pensez que vous pouvez masquer beaucoup de choses grâce à la stéganographie, hein. Je vous ai dit, un payload, ça peut se cacher dans une chanson de Britney Spears, ça peut se cacher dans le dernier torrent que vous avez téléchargé, hein, le dernier James Bond qui est pas encore sorti, ou Top Gun, là, celui de 2020, là. Eh ben, vous téléchargez un film sur torrent, le film, pas de problème, vous le regardez, sauf que ça ouvre une backdoor via une faille sur VLC. Attention, il y a une photo, ne serait-ce qu'un simple site web, hein. On peut militariser du JavaScript, on peut injecter du code dans du CSS, dans du HTML. Attention, hein, franchement, faites très attention. Une simple photo, une vidéo sur YouTube pourrait vous pirater. Mais je pense que YouTube vérifie le code source des vidéos qui sont uploadées sur leur serveur. Bon, j'espère. Donc attention, ok? Les vecteurs d'attaque ils peuvent être multiples. Et je rigole pas, vraiment. Donc ça, c'est grâce à la stéganographie, ok? On va cacher notre payload dans un support. Une clé USB, une image, une photo de chat, une vidéo, une image, peu importe, ok? N'importe quoi peut servir de support, vraiment. Tout peut servir de support, ok? Il peut y avoir un payload dans une ROM, dans votre souris, ok? Votre clavier. Ça se trouve, il y a un backdoor intégré qui a été fait en Chine. Vous achetez un clavier pas cher sur Internet, grâce à Amazon, et ça se trouve, voilà, on vous espionne, vous le saviez pas. Et qui va démonter son clavier USB pour vérifier qu'il n'y a pas un backdoor? Qui a les connaissances, qui a le temps, qui a la motivation? J'ai envie de vous dire. Donc, comme je vous redis dans toutes mes vidéos, attention, on peut être la cible, on peut être la proie, on peut être le chasseur et on peut être le chassé. Ça va vite dans la cybersécurité. Donc attention, attention. Tout ce que je vous apprends, c'est qu'on est dans la société de surveillance de masse. Ok? Donc autant vous pouvez avoir les capacités, les gagner, d'espionner les autres, autant on peut aussi vous espionner en retour. N'oubliez jamais ça. Donc, revenons à nos moutons. Donc, le FTP est-il un bon protocole à utiliser lors de l'exfiltration de données dans un réseau moderne? Bah, honnêtement, non. Pourquoi non? Parce qu'on a vu que, bah, tout simplement, c'est extrêmement lent pour les connexions. Ok? On peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc, je vérifie que j'ai tout fini. Excusez-moi, parce que j'aimerais vraiment finir. Il commence à me sortir par les ports, et je vais rester poli. Et pour quelle raison HTTPS est préférable et préféré à HTTP lors de l'exfiltration? Bah, tout simplement parce que c'est comment Cypher. Oh, tu veux l'encryption, c'est ça? Ok. Donc, on va mettre ça maintenant en pratique et bah, tout simplement voir qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là. Ok? Donc, nous avons besoin d'un moyen de prouver à Thomas que nous avons compromis son PC. Vous ferez tout le temps ça pour votre client. Nous pourrions laisser une note sur son bureau, certes, ou nous pourrions être fantaisistes et lui donner le hash de son mot de passe administrateur pour prouver qu'on est root. Ok? Il n'y a aucun moyen de faire passer Mimikatz à Defender. Ça va être très très difficile. En fait, si, il y a un moyen, mais c'est tellement violent que je vous le dirai pas. À vous de trouver sur Internet. Donc, là, on va partir du principe qu'on n'a pas accès à Mimikatz. Mais on a un accès système. Donc on pourrait techniquement simplement désactiver Defender et essayer de faire la nique au système, hein, en essayant de pas exploser les autres utilisateurs, les pauvres, qui font le CTF. Donc ce qu'on peut faire plus sérieusement, c'est récupérer les fichiers contenant les hash, ok? Les hashages de mots de passe, ok? De les renvoyer à notre machine attaquante, à notre Kali ou à notre Parrot, ou ce que vous utilisez, et bah, vider les hachages localement, ok? Donc sous Linux, ça serait une simple question de saisie. On irait dans ETC Shadow. Sous Windows, c'est un peu plus complexe que ça. Donc, les hachages d'utilisateurs locaux, ça se passe dans le registre Windows, pendant que l'ordinateur est en cours d'exécution. En particulier, on a le hashkey underscore local underscore machine SAM. SAM, c'est ce qu'on appelle la hive. Hive, en anglais, ça veut dire la ruche.
ok? C'est la ruche SAM, et quand on fait un LSA dump avec Mimikat, eh ben on va justement péter la base SAM chiffrée. Cela peut également être trouvé sous la forme de dans C2.Windows System 32 config SAM. Cependant, ça devrait pas être lisible pendant que l'ordinateur est en marche. En effet, quand c'est en marche, c'est dans clé de registre. Quand l'ordinateur est éteint, c'est stocké naturellement dans un fichier, ok, pour pouvoir être réutilisé ultérieurement. Donc, pour vider les hachages localement, on doit d'abord enregistrer notre ruche SAM, ok, la sauvegarder si vous voulez. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Reg.exe, ok. Donc, avec reg, on peut faire plein de trucs. On peut requêter, on peut comparer, on peut exporter, on peut charger, on peut ajouter, on peut effacer, on peut décharger, on peut importer, on peut copier, on peut restaurer et on peut bidouiller des flags. Ok? 0 ou 1, tac. Et on a reg delete, reg store, si vous voulez plus de détails. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, ici? On veut sauvegarder. Ok? La ruche. Enfin, la ruche, la base SAM, on va dire. Donc, je fais quoi? Je fais un reg. Je fais quoi la commande? Bah, l'argument save. C'est dans HKLM, SAM, et on veut quoi? Sauvegarder notre base SAM qui s'appelle SAMback. Ok. Ensuite, il nous faut la ruche système. Ok. On a sauvegardé SAM, maintenant on va sauvegarder système parce qu'il y a la clé de démarrage de la machine. Pareil, reg, save, toujours dans HKLM, mais cette fois-ci c'est plus SAM, c'est système. Ok. Et par convention, on va l'appeler système.back, back comme backup. Ok, j'avais déjà fait l'opération et là on voit que on a nos deux fichiers. Ok, sauvegardé. Donc ça c'est fait. On est tranquille. Donc là on a sauvegardé les deux ruches et maintenant il faut les exfiltrer vers notre machine d'attaque pour pouvoir ensuite vider les haches hors de vue de Defender, comme ils disent. C'est à vous de décider comment on va le faire. Hein, vous voyez pendant l'exercice, là, quand vous ferez l'exercice. Mais étant donné qu'il s'agit d'un réseau domestique sans surveillance en place, eh ben, on va utiliser notre serveur SMB qu'on a configuré. Donc, on va se connecter à notre serveur SMB à l'aide de notre shell via un net use et on va venir exfiltrer toutes les données vers notre machine. Ok? Donc là, je suis connecté en théorie. Ah non, je l'ai coupé, espèce d'âne. Ah, j'ai toujours mon serveur SMB qui tourne. Nickel. J'ai mon SMB qui tourne. Ok. Alors, not use. 10, 50, on a dit 94, 85. Alors, on a dit user et plutôt le hacker. Ok, c'est monté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Copie back vers.
ouvert dans quel répertoire? C'est sur le truc. Je suis dans App NC. Je vais vérifier quand même. J'ai pas envie de faire de conneries. Donc, je suis dans App. App NC. J'ai mon Samback. Parfait. Ça a exfiltré. On passe au deuxième. Copy system. Bug. Qu'est-ce que tu fais? Vers mon sœur. Ok. On a les deux là. Ok, donc ça c'est fait, on a exfiltré les deux fichiers. Euh, Donc maintenant, bah, on peut vider les hachages. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On en a plus besoin, on déconnecte le bazar, ok? Proprement. J'en ai plus besoin, je peux couper celui-ci. Ok, ok. Bien sûr, on va pas laisser la chance à Thomas de récupérer. On a copié les fichiers, on en a plus besoin. On les supprime naturellement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on a une variété d'outils pour faire le travail, c'est-à-dire foutre la merde sur l'ordinateur. Et là, qu'est-ce qu'on veut? On veut vider, ok? Euh, Vider bah, la base SAM, ok? Donc, il y a un truc qui s'appelle Secret Dump dans Impacket, et c'est ce qu'on va venir utiliser, tout simplement, ok? Donc, on va se servir de ça, et grâce à ça, eh ben, on va pouvoir venir exploiter eh ben, la cible, en fait, hein. Donc, je reviens sur ma machine. Alors, bien sûr, hein, en réalité, si on voulait foutre la merde, il faudrait bah, supprimer les clés de registre et supprimer dans Win32 la base SAM, si vous voulez foutre un maximum le bordel. Mais là, on a les autres utilisateurs, on va pas les déranger, on va les laisser, ils font également l'exercice avec nous. Donc, nous, on fait que ça. Dans la réalité, on ferait autre chose, d'autres opérations. Donc là, j'ai mon 2, je vais utiliser une paquette. On a vu qu'on veut secret dump. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut secret dump? Ben, on lui dit Sam. La base, elle s'appelle quoi? Elle s'appelle Sam. Et on veut système. Et on l'a renommé système. Et on veut tout en local. Alors, est-ce qu'il veut un sudo? Non plus. Est-ce que tu veux les extensions? Ok. Donc, avec les extensions, ça marche mieux. Et on a la bootKey. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que c'est la clé de démarrage d'amorçage du système. Et ça nous a dumpé tous les comptes locaux dans
la ruche SAM, ok? La base chiffrée de Windows SAM. Et on a administrateur Ghost, défaut et Thomas. Donc là, on est plutôt pas mal. Je pense qu'ils vont nous demander celle de l'admin, vu que c'est un peu notre flag, on va pas se mentir. Et voilà le MTH. Mhm. Mhm. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Donc chaque compte local sur la cible est affiché ici dans un format de nom d'utilisateur, read, hashage nt, séparé de 2 points, c'est comme toujours en fait. Et ah oui, j'ai tout pris, excusez-moi. Nous attention au hashage nt, donc c'est la dernière section. Sinon c'est ntlm et on prend tout. Donc là, autant pour moi, c'est celle-ci. Voilà. Donc, nous avons maintenant achevé tout ce que nous avions prévu d'accomplir, démontrer que le réseau de Reef était vulnérable. Saisissez cette chance et parcourez le réseau afin de tout nettoyer par vous-même. En plus d'être courtois, oui, pas de souci, Yann. En plus d'être courtois envers les autres utilisateurs du réseau, c'est aussi quelque chose que vous devriez toujours faire dans la vraie vie, en fait. Nous ne voulons pas laisser aucune trace, hein, aucun artefact sur le disque dur pour bah, la partie défensive, ok? Donc on va supprimer nos outils, on va supprimer nos shells, les charges utiles, les comptes et tout autre résidu qu'on a laissé. Ok? Donc là, je vais faire le bâtard parce que franchement, ils m'ont fait la misère tous là. Ils m'ont tous fait la misère. Eh oui, ah, c'est une directory. Il n'y a plus rien. Euh, Ok, et je vais supprimer ça de System Explorer setup.exe. Voir. Euh... Bah voilà, on devrait être pas mal hein, là. Honnêtement, qu'est-ce qui nous reste? Toute la partie conclusion. Je vérifie que j'ai tout terminé. Je voudrais pas recommencer ça comme voilà. Ça commence à suffire. Ça suffit comme si, comme dirait l'autre. Ok, on a quoi? On a des questions. Complète, complète, complète. Voilà, je vais le terminer parce que là, ça commence à me saouler. Voilà, c'était la fin de la machine. On va faire maintenant la partie débriefing, ok? Débrief et report et pensée finale. J'espère que le CTF vous a plu. Bye bye Thomas. Au revoir. Donc, c'était Wreath.
J'espère que vous avez kiffé. Faisons la conclusion et voyons un petit peu comment ça se passe. Donc, on a commencé notre mission, on avait 3 cibles, un Linux, 2 Windows. Les 3 sont maintenant compromis. Bravo, félicitations. J'espère que vous avez pris des notes. Moi, j'ai arrêté de le faire, mais je vous mettrai les notes de quelqu'un qui a tout fait et vous verrez comment on peut faire un rapport initial. Ok? Donc, on va voir brièvement qu'est-ce qu'on met dans notre rapport. Donc, les rapports de test de pénétration, test d'intrusion en français sont généralement divisés en plusieurs sections. Ok? Il n'y a malheureusement pas de normes strictes définies. C'est à vous de voir. Faites les choses bien. Le premier, c'est le résumé. Ok? On va faire une synthèse. Donc, ça doit être, comme je vous ai dit, adaptez-vous à votre public. Votre public, il est pas hacker. Votre public, il est même pas informaticien. Si vous parlez au directeur général et au PDG de la boîte, vous allez pas lui dire, bah ouais, j'ai fait un RM-RF sur l'arborescence courante. Il va vous regarder avec des yeux d'extraterrestre. Ok, vous allez vulgariser au maximum. C'est pour ça qu'il est important de comprendre ce qu'on fait, parce que si vous comprenez pas ce que vous faites et vous tapez des commandes comme un bêta, vous n'allez pas pouvoir expliquer ce que vous avez fait et du coup vulgariser. Donc vous devez fournir un bref aperçu du travail qui a été confié et accompli par le pen tester, y compris un résumé concis et sur l'ensemble de la portée de votre mission. Vous devez également inclure un très bref résumé des résultats, ok, ainsi qu'une analyse concise de la posture de sécurité globale de l'entreprise. Expliquer les failles, comment y remédier. Sachez que, comme son nom l'indique, cette section est conçue pour être lue par les supérieurs de l'entreprise qui n'ont pas une formation technique ou le temps de se consacrer à une longue explication. Cette section est particulièrement importante car dans de nombreux cas, il peut s'agir de la seule section que le client regarde réellement parce qu'il n'aura pas les compétences techniques en fait pour faire l'ensemble, comprendre l'ensemble du rapport. Ok? Par contre, vous inquiétez pas, ça sera redirigé vers les équipes techniques pour qu'elles prennent compte de votre rapport et de votre synthèse que vous avez faite et qu'elles puissent remédier éventuellement aux failles qui ont été découvertes sur le système d'information. Donc, il faudra attirer l'attention, capter votre audience et donner le ton à la suite du rapport. À la fin, ou à la suite, comme vous voulez, on a un résumé analytique, ok? Je vous ai dit, on va par chronologie, donc c'est important, un bref aperçu de ce qu'on a fait en fait, hein, étape par étape, de façon séquentielle. Si vous avez en plus une chronologie précise, c'est encore mieux. Ça va permettre au client d'estimer combien de temps il vous a fallu pour faire vos actions. Et une cyberattaque qui met 3 heures et un test d'intrusion qui met une semaine, c'est pas la même chose. Comprenez-le bien. Le client va se dire, ah bah ouais, mais une semaine, il faut des ressources, il faudra peut-être plusieurs hackers, il faudra qu'il soit motivé, alors qu'un gars tout seul qui arrive à pénétrer sur le serveur qu'on vous a confié en quelques heures, là, ça devrait mettre la puce à l'oreille au client et lui dire, putain, c'est chaud. Notre infrastructure, elle est pas béton. Ok? Donc cela permet à quiconque qui est chargé de corriger les vulnérabilités de vérifier les journaux système compromis et de voir à quoi ressemble une attaque réussie de son propre point de vue privilégié. Allez voir ma vidéo sur la cybersécurité, je vous explique ça. Je vous ai dit, quand vous faites du red teaming, vous ne travaillez pas seul, vous travaillez en équipe. Quand bien même vous faites le test d'intrusion, vous êtes ultra fortiche, vous attaquez, il y a des défenseurs, il y a du blue teaming et vous allez aider, grâce à votre test d'intrusion, les équipes de défense, ok? Défensive. Vous allez leur expliquer comment vous avez fait et comment on peut remédier aux constatations qui ont été faites. Section suivante, bah, c'est justement ça. C'est les constatations et les rémédiations. On va remédier aux problèmes qui ont été soulevés et découverts. Donc c'est une section plus technique. Il doit fournir une explication détaillée des vulnérabilités que vous avez trouvées, ainsi que des correctifs suggérés pour celles-ci. De plus, vous devez indiquer la gravité de chaque vulnérabilité et le risque pour l'entreprise si la vulnérabilité est exploitée par un mauvais acteur. Pardon. Vous avez un calculateur CVSS que je vous mettrai en lien dans la description qui sera utile pour ça. Ok? Donc, vous ne devez pas nécessairement fournir un compte-rendu étape par étape de la méthodologie, mais il faut qu'il y ait suffisamment de détails pour qu'une personne technique soit capable de voir en fait le problème en fait, hein, et comment pourraient être apportées les solutions. Après les découvertes et les rémédiations, on passe au récit de l'attaque, le narratif.
OK? Donc ça devrait être une description séquentielle, étape par étape, des actions que vous avez prises contre les cibles, y compris suffisamment de détails pour qu'une personne technique, compétente, puisse répliquer les attaques exactement, avec cette approche, comme un copier-coller. Et à bien des égards, c'est une description détaillée de ce qu'on appelle un FFC. OK? Donc, je vais vous mettre un rapport d'ailleurs en description et vous verrez le rapport séquentiel en fait et, euh, et ça pourra vous aider pour faire l'exercice si jamais vous séchez. Ok? Donc ça sera important. Je vous mettrai une copie comme ça vous pouvez vous en inspirer. Ensuite, il y aura une section qui est bonne à inclure et qui est souvent ignorée, c'est le nettoyage. Donc, vous devrez détailler les actions que vous avez entreprises pour éradiquer votre présence sur les cibles. Par exemple, supprimer tout compte ajouté, supprimer les exploits et les fichiers créés. Ensuite, mais pas le dernier, il devrait y avoir une conclusion. Ceci résume simplement le rapport et fait une synthèse et insiste sur l'importance des correctifs qui seront nécessaires. Enfin, vous devez inclure références et annexes. La section des références comprend des références complètes à tous les travaux cités tout au long du rapport. Par exemple, une citation ou un tableau du site de l'OWASP, faisant référence parfois à un article de journal sur une attaque qui a utilisé telle ou telle vulnérabilité. C'est pour ça qu'en cybersécurité, vous devez, je vous ferai des vidéos d'ailleurs sur la cyber et sur les cyberattaques, parce qu'il faut constamment se tenir à jour. Vous devez vous tenir à jour des nouveaux outils utilisés par les Black Hat. Vous devez vous tenir à jour de la géopolitique au niveau des attaques, parce qu'on parle de cyberattaques à l'échelle nationale, quand c'est des grosses cyberattaques d'État, étatiques ou de services de renseignement, et vous devez vous tenir au courant naturellement de l'actualité. Quelles sont les grosses sociétés qui se sont fait pirater et quelles failles a été exploitées. Je vous conseille d'aller sur YouTube et de regarder toutes les conférences de hackers. Ok, il y en a un paquet, mais si je dois vous en citer deux, moi, allez voir tous les Black Hat, ok, qui ont lieu chaque année à Las Vegas, et DEFCON. Ok, DEFCON Las Vegas, c'est vraiment les bases. Allez voir si vous êtes bon en anglais, et je vous conseille d'être bon en anglais, allez voir toutes ces vidéos. Vous avez des centaines et des centaines de vidéos sur des sujets précis. C'est comme ça que vous allez augmenter vos compétences en informatique et en hacking. Ok? Voyez comment font les meilleurs. Ok? On peut pas être meilleur du jour au lendemain. Ça prendra du temps, je vous ai toujours dit, ça sera un travail compliqué. Moi, ça fait des années que je me bouffe toutes les vidéos de CTF, toutes les vidéos de hackers. Ok? Et donc les DEFCON Black Hat. Tapez ça dans YouTube, vous allez trouver les vidéos. Ensuite, il y aura des sections de référence qui doivent être utilisées pour établir un lien vers les CVE. CVE, on rappelle, c'est les Common Vulnerability and Exposure. Donc les vulnérabilités et les ouvertures, les failles les plus connues. On a également les CWE. Ok, c'est les Common Weakness Enumeration. Donc les énumérations communes faible, en fait, faible weakness, c'est la faiblesse, mais qu'on peut abuser, donc s'il y a une faiblesse dans le système, ok? Et enfin, on a les CAP ici, c'est Common Attack Pattern Enumeration and Classification. Donc, les patterns, vous savez que c'est un motif qui est récurrent, ok? Ce sont des techniques récurrentes communes d'attaque pour l'énumération et la classification. Et ça permet de trouver les vulnérabilités qui sont trouvées. Enfin, vos annexes doivent inclure toutes les informations importantes qui auraient encombré le texte principal. Vous faites une annexe à la fin de votre rapport et là vous mettez toutes vos sources, ok? Que ça soit des articles de presse, que ça soit des exploits sur le repo GitHub, etc., etc., etc. Vous mettez tous les liens hypertextes en fin, comme ça, le client a juste à cliquer sur les liens pour avoir les ressources, ok? Les ressources et les sources, c'est très important. Par exemple, si vous décidez d'éditer un exploit, comme on l'a fait pendant l'attaque sur ce CTF, vous devez inclure une copie complète du code édité en annexe et le référencier lorsqu'il est mentionné dans les autres sections. Donc, résumé, chronologie, constatation et rémédiation, 4, attaque, le narratif, nettoyage, 6, conclusion, 7, référence,
8 annexes. Il faudra toujours faire ces 8 étapes. Les rapports de pentesting auront généralement également une couverture de marque et une table des matières. OK? Pour faciliter le rapport en lui-même, vous allez mettre un index, tout simplement. OK? Et il existe de nombreux modèles de rapports disponibles sur Internet qui peuvent être utilisés pour fournir une base de référentiel à cet égard. OK? Donc je vous mettrai également en copie, dès que j'ai le temps, faut que je pense à faire tout ça dans la vidéo, dans la description, je vous mettrai des modèles, OK, que vous pouvez utiliser pour faire vos rapports, pour que ça paraisse un peu professionnel. En tout cas, ce sont des rapports, des modèles de rapports qui sont utilisés pour le CEH, OK, qui est le Certified Ethical Hacker, OK. C'est l'examen, quand on le passe, on a des modèles, je vous donnerai les modèles, OK, à réutiliser si vous le souhaitez. Donc, si vous rédigez un rapport, vous êtes invité à le conserver dans vos propres archives et à le soumettre à la salle. Si vous voulez partager votre rapport aux autres, n'hésitez pas. Vous pouvez également faire un walkthrough et le mettre en ligne. Je vais peut-être pour la première fois proposer à Try Avec Me une version française des walkthroughs. Vous avez vu qu'on a fait ça étape par étape. Et honnêtement, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je crois que je suis un des rares Français à faire tout ça. Dans le monde réel, une section des réunions de pré-engagement entre le client et la société de test définira les attentes en matière de procédure de traitement de rapport. Et également, je vous ai dit, pensez à l'aspect légal et juridique. C'est extrêmement important. Donc ça couvrira les choses comme la méthode de livraison du rapport, comment transférer les données, bien sûr, parce que ce sont des données sensibles entre les consultants et le client, et comment et quand les copies du rapport du consultant peuvent être éliminées. Ok? Nous, on est le consultant, eux, ce sont les clients. Et les clients ne veulent évidemment pas qu'un rapport détaillant leur vulnérabilité technique tombe entre de mauvaises mains. Ok? Donc c'est pareil, quand vous faites un engagement, vous utilisez une VM, ok? Une VM propre, il faudra la détruire à la fin de chaque engagement et la recréer via des clones à tout début d'engagement. Ok? Le dernier truc qu'on vu, c'est tourner avec une VM qui est verrouillée et qui va venir attaquer à des endroits qu'on veut pas par un acteur tiers, un client. Ok? Le pentest, c'est nous qui le faisons. C'est pas les petits Chinois qui ont pris le contrôle via un botnet sur notre Kali qui a 3 ans d'âge et qui est pas maintenu et qui est pas sécurisé. Ok? Et le mieux même, j'ai envie de vous dire, si vous voulez pas prendre de risques, c'est partir d'un Ubuntu propre et pas faire confiance à Kali ni à ParrotOS. Encore une fois, rien ne vous garantit que les scripts préinstallés sur la machine ne sont pas malicieux. Et ça vous, c'est pareil, je n'utilise jamais une Kali ou Parrot pour ma machine de tous les jours. Parce que je sais, je pars du principe qu'elle est piratée et piratable et sert au piratage par dessein, à défaut. Je me dis jamais qu'elle peut être sécurisée. Alors certes, ParrotOS est un peu plus durci par rapport à Kali, mais comme vous savez que vous hébergez des quantités de virus, des compilateurs qui permettront de faire n'importe quoi sur votre machine, et si vous n'avez pas les compétences pour lire les logs, eh ben rien ne vous prouve que on vous aura pas piraté au préalable. Donc on part tout le temps avec une VM propre pour faire un test d'engagement. Ça, c'est les bases. Donc, considérez le résumé comme les procédures de traitement des rapports pour cette mission. Donc les rapports doivent être rédigés en anglais, même parfois pour des sociétés françaises, on nous demande de rédiger en anglais, ok? Parce que des multinationales, elles ont leur équipe en France, donc on fera une version française, ça y a pas de problème. Mais il faut une version en anglais. Pourquoi? Parce que toutes les succursales, les filiales à l'étranger auront besoin d'un texte rédigé en anglais. Donc voilà. Donc nous arrivons à la conclusion du réseau Reef. Nous avons couvert un large éventail de sujets dans cette salle ensemble. Il y avait beaucoup d'informations à absorber, je sais, mais bravo si vous avez regardé mes 20 vidéos. Félicitations. J'espère que vous avez appris de nouvelles astuces en cours de route et quelle que soit votre expérience antérieure, vous avez pu appliquer des concepts connus à une nouvelle situation. Et c'est toujours bon pour son background, ok, pour acquérir de la dextérité. Donc cette salle a été conçue pour être une introduction au sujet abordé. C'était niveau facile.
mais je pense que pour certains, ça sera pas si facile que ça. Donc c'est pas mal pour les nouveaux ou les confirmés de revoir toutes ces techniques et voilà, j'espère que ça vous mettra à l'aise pour les prochains CTF qu'on va faire ensemble et ben, on remercie toute la communauté de Try Acme qui nous a permis d'attaquer ce magnifique réseau. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.